On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Ben, je suis te mêlé, Luc. Je suis te mêlé, là, parce que j'ai regardé les différents chroniqueurs qui parlaient du débat d'hier, des colistiers. Puis il y en a qui disent c'est Vance qui a gagné. Il y en a qui disent non, c'est Walz qui a gagné. Toi, tu dis c'était kiff-kiff. Finalement, c'est qui a gagné, au juste? Écoute, je vais répondre à ta question, mais dans un premier temps, j'ai adoré cet exercice-là. Ça fait quelques fois que Richard, Pierre, Loïc et moi, on a cette commande là, à froid, en chaud en fait. On écoute le débat, faut rédiger nos impressions pendant le débat, puis tout de suite après, le journal met ça en ligne, avant que ça se retrouve dans la version électronique ou dans la version papier. Et j'ai trouvé ça très intéressant de lire les collègues, parce que on a relevé plusieurs des mêmes choses. C'est le verdict final, finalement, qui a changé. Mais il y a beaucoup d'informations qui se croisent, mine de rien, quand on prend la peine de lire les 4 textes. C'est très court, hein, c'est que 315 mots. Oui. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qui se dégage à chaud de ce débat-là. J'ai tranché pendant le 2/3 du débat, mon titre temporaire, c'était Avantage J.D. Vance. Et j'ai été d'abord, dans un premier temps, impressionné, ou plutôt, j'avais l'impression de retrouver le J.D. Vance dont je t'ai déjà parlé. Calme. Celui qui a eu, je pense, beaucoup de difficultés à embarquer pleinement dans le train Trump. Quand on l'a choisi pour être candidat à la vice-présidence, ça faisait pas très longtemps que J.D. Vance s'était trouvé une fibre MAGA ou partisan de Donald Trump. On lui a rappelé hier qu'il avait d'ailleurs été en opposition avec Donald Trump en 2020, puis même un peu après. Disons que c'est une conversion tardive, opportuniste on pourrait dire, mais ça va aussi avec la politique. Donc, je le trouvais maladroit depuis que Trump en avait fait son colistier. On jasait plus de ses mauvaises formulations ou de ses provocations que de ce qu'il pouvait apporter de positif. Et hier, je me suis dit, enfin, J.D. Vance, hier, il remporte la bataille, tout ce qui est la façon de passer le message. La formulation, la prestance, l'élocution. Si on ne regardait, on coupait le son à la limite, puis on se disait, lequel des deux a l'air le plus d'un leader, lequel s'exprime avec plus d'assurance, toujours avec politesse, avec même une certaine réserve à plusieurs moments. Là, je me suis dit, wow! Enfin, j'ai le J.D. Vance comme analyste ou comme commentateur. C'est là, enfin, on me donne le vrai J.D. Vance. On peut avancer avec ça. Là où ça s'est gâché un peu pour J.D. Vance, il a très bien porté des idées de droite. Mais son principal handicap à J.D. Vance, c'est qu'il ne peut pas contredire totalement Donald Trump dans ses déclarations les plus emportées ou les plus folles dans certains cas. Et il a tenté de patiner là-dessus hier. Il a tenté de présenter de manière acceptable des choses qui ne le sont pas. Il a déformé des messages et il a porté certains mensonges de Donald Trump. Et c'est là où Tim Walz, dans mon esprit, a regagné. Maintenant, est-ce que c'est ce que les électeurs vont, ou les gens qui étaient indécis vont ressentir? Est-ce qu'ils vont faire la vérification des faits? Il y a des faits qu'on pouvait déjà vérifier là, quand on s'intéresse un peu à ça. Il y en a qu'on pouvait vérifier à chaud, d'autres qu'on a vérifiés après le débat. Mais c'est dans l'équilibre des deux que j'ai fini par y aller d'un verdict, c'est l'égalité. Mais je pense que les républicains sont les gagnants de l'opération hier. Mais écoute, Luc, je t'écoute, là, puis je me dis, mettons, là, les républicains perdent les prochaines élections, c'en est fini de Trump, parce que est-ce que J.D. Vance pourrait faire un leader honorable du Parti républicain? Tu comprends? Là? Ramener un peu le Parti républicain un peu plus vers le centre, là. Il y a deux pensées qui me sont venues au travers de l'écoute puis des thèmes qui étaient abordés. Il y a deux pensées qui me sont venues. Un, je me disais, Donald Trump, de son côté, doit pas être content. Parce que quand on regarde sa première, c'est-à-dire qu'il peut être content pour sa campagne, mais lui-même, il n'aime pas qu'on lui fasse de l'ombre. Il a été particulièrement mauvais pendant son débat contre Kamala Harris. Donc, hier, J.D. Vance présente les mêmes idées, à toute fin pratique, le même contenu, mais de manière beaucoup plus disciplinée, maîtrisée et efficace. Hier, clairement, le mieux préparé des deux, c'était J.D. Vance. C'est celui qui avait établi sa stratégie puis qui devait marteler ses points. Je pense que si on avait une liste à cocher de thèmes, il a coché partout. Donc, je me disais, Donald Trump doit être un peu déçu parce qu'on lui fait de l'ombre. L'autre chose, je me suis dit, si je suis un stratège républicain et que j'essaie de convaincre Donald Trump d'être plus discipliné depuis des semaines, qu'est-ce que je devais rêver par moment
d'avoir comme candidat principal J.D. Vance. Et c'est lui que j'aurais aimé voir confronté à Kamala Harris plutôt que Donald Trump. Et là, un peu en rigolade, je me suis mis à penser aussi, et c'est une formulation que j'emprunte à Jon Stewart, qui avait dit, vous savez, les républicains, vous aussi, vous pouvez mettre votre petit vieux dehors. Sous-entendu, on a tassé Joe Biden après un mauvais débat. Les républicains, écoutez, je suis fair play, vous pouvez vous débarrasser de l'autre aussi. Tout ça pour dire, donc, j'ai bien aimé la performance de Vance, considérant ce qu'il avait sur les épaules et ce qu'il devait accomplir. Mais, je répète, mon verdict nul, c'est dans la vérification des faits. Celui qui a le moins déformé, parce qu'à quelques reprises, il était dans l'erreur aussi, Tim Walz, mais celui qui l'a moins bien fait, puis celui qui a passé un contenu qui était juste, qui était correct, fidèle, bien sûr, lui aussi, à Kamala Harris, c'est Walz. Et c'est là où je disais dans la balance, finalement, je tranche pas. Je finis par dire que c'est un match nul, mais pour des raisons différentes, ils ont bien performé. Mais là, les républicains lancent de la boue en direction des démocrates. Ouais. Premièrement, on dit que Tim Walz est un menteur parce que Walz se dit qu'il était en Chine au moment du soulèvement des étudiants Place Niamen qui était là. On dit non, il était pas là, c'est un menteur, il est faux. Et là, on dit soudainement que le copain de Kamala Harris, son conjoint, aurait battu il y a quelques années sa petite amie au Festival de Cannes. Qu'en est-il de tout ça, là? Voilà. Première chose, d'abord, je reviens au débat, mais quelques secondes à peine pour dire qu'est-ce que j'ai aimé ça, un débat civilisé, courtois. Donc, l'absence de Donald Trump, soyons honnêtes, ça a changé beaucoup de choses. Et hier, je me disais, enfin, j'ai deux représentations des États-Unis opposées. On mélangera pas les deux, mais on est capable de discuter, d'échanger et de se serrer la main à la fin. Donc, je me disais, c'est peut-être pas un nouveau ton pour l'ensemble de la campagne, mais c'est le fun. Je me disais, les gagnants hier soir, pour moi, c'est les Américains. On avait une belle présentation de deux projets d'avenir qui sont complètement différents. Donc, choisissez ensuite. Je comprends pas qu'on puisse être indécis après hier. Il me semble que on peut pas entendre les deux. On est d'un côté ou de l'autre. Mais tout de suite après, d'abord pendant le débat, quand on a attaqué Walz sur sa déclaration, on avait raison de le faire. Tim Walz s'est emmêlé dans ses pinceaux à 2 ou 3 reprises depuis qu'il est le colistier de Kamala Harris et ça commence à être gênant. Il est allé en Chine à plusieurs reprises, pas autant qu'il le dit, et il n'était pas là au moment des événements de la place Tiananmen. Il est passé avant, il est retourné après, mais il dit, je me suis laissé emporter par l'enthousiasme. Mais hier, c'était un de ses moments faibles, d'ailleurs, dans le débat. Il a essayé de justifier l'injustifiable. J'ai menti. Il pouvait pas dire ça, ou en tout cas, il a pas voulu le faire. Et bien sûr qu'on va mettre ça de l'avant, mais c'était de bonne guerre aussi parce qu'on savait que J.D. Vance allait être attaqué sur Springfield et sur les animaux qui étaient dévorés par les immigrants haïtiens. Là où on franchit un nouveau pas, on l'avait déjà abordé, hein, on avait dit Doug Emhoff, qui est le conjoint de Kamala Harris, on s'en était pris à lui parce qu'il avait mis fin à une relation précédente en raison d'une aventure extra-conjugale. C'était avec la nounou, je pense, du couple. Et en plus, la nounou était tombée enceinte. Ça faisait une histoire qui était pas chic, mais en même temps, on se disait, c'est pas lié de près à Kamala Harris. C'est arrivé avant, ça le concerne lui. Mais comme on joue la carte du vote des femmes, comme on joue la carte de l'avortement, comme on joue la carte de la protection des femmes, là, on a ressorti une nouvelle histoire. Mais ce n'est relayé pour l'instant que par des journaux reconnus comme étant plus partisans de la droite ou appuyant la droite. Le New York Post, par exemple, avait un bon texte là-dessus ce matin qui semblait assez fouillé, mais où on dit, il est dans une relation depuis 3 mois à l'époque, il se présente au Festival de Cannes, ça a l'air d'un couple idéal, il a l'air du cavalier parfait pour accompagner sa belle. Mais ensuite, en état d'ébriété, parce qu'il supposait que sa compagne était en train littéralement de cruiser ou de séduire rien de moins que le valet qui devait leur apporter leur voiture, il lui aurait sacré une baffe, littéralement. Dans la façon dont c'est exprimé, c'est pas juste une gifle, c'est une sacrée baffe à laquelle elle aurait répondu par une baffe avant qu'ils embarquent tous les deux dans la même voiture. Et ça a été leur dernier trajet ensemble. Et elle a dit, je me suis confié des années plus tard, quand j'ai vu que c'était le conjoint de Kamala Harris qui s'apprêtait peut-être à devenir la première femme à la présidence américaine. Mais c'est ce genre d'histoire pour lequel on n'aura peut-être pas le fin mot. Pour l'instant, on a une version. On prétend avoir des sources qu'on n'est pas en mesure de valider. Ça ne paraît pas bien, mais on est en périphérie. Ça n'enlève rien là-dedans pour le moment à la candidature de Kamala Harris. Comme dit Bill Maher, même la mafia touche pas aux femmes et aux conjoints. Là.
pensée Voilà. de leurs membres. Là. À un moment donné, que ça allait avoir avec la campagne électorale. Là. Il y a un peu ça. Mais on est en eau trouble quand on fait ça. Mais il faut se rappeler qu'on manque pas J.D. Vance de l'autre côté. On lui rappelle toutes sortes de démêlés, de déboires ou de déclarations controversées. Disons que c'est la réponse républicaine à ces attaques démocrates. J'invite les gens à aller lire justement les textes des analystes du journal. C'est très intéressant de voir chacun leur point de vue. C'est comme un kaléidoscope. Merci, Luc La Liberté. Salut, à demain. Une bonne fin de journée, Richard. Bye.